On passe à l'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va tenter ce matin on va s'intéresser plutôt à une incroyable fausse histoire d'espionnage qui se retrouve depuis hier devant la justice française. Une histoire qui a visé il y a 14 ans l'un des fleurons de l'industrie française, pas n'importe lequel, le constructeur automobile Renault. Une histoire qui a tout pour faire une très bonne série sur les plateformes de vidéos. On va y retrouver un faux espion accusé d'avoir livré des informations confidentielles à la Chine. On va y retrouver des vrais escrocs, un corbeau, une enquête des services secrets et même un incident diplomatique. Sur le banc des accusés aujourd'hui, 3 personnes, l'un des mis en examen étant décédé, dont ce monsieur, Dominique Gevray, un ex-militaire reconverti dans la sécurité privée de Renault, le seul à être poursuivi pour escroquerie et tentative d'escroquerie. Son audition aujourd'hui sera l'un des moments les plus attendus de ce procès qui doit se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine prochaine. On va revenir à l'origine de toute cette histoire qui est un peu complexe. Tout commence d'abord à l'été 2010, hein, c'est ça ? L'été 2010, par une lettre anonyme tapée à la machine, le corbeau accuse 3 salariés du technocentre de Renault, c'est-à-dire le laboratoire finalement à idées du groupe, d'avoir livré des informations confidentielles en échange de pots de vin. Immédiatement, la lettre est prise très au sérieux par la direction du groupe. Une enquête secrète baptisée Dossier Galilée commence. Elle est confiée au chef de la sécurité, donc le fameux Dominique Gevray. Et l'enquête avance vite. Dominique Gevray dit disposer d'un informateur, une mystérieuse personne qui se trouve en Belgique, et met en avant des soi-disant flux financiers qui transiteraient par le Liechtenstein et la Suisse vers ces 3 salariés. Ils auraient été directement payés ou indirectement payés par la Chine pour obtenir des informations précieuses sur les technologies de batteries électriques. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Renault a investi plus de 4 milliards d'euros déjà dans ce domaine. Le groupe est un peu pionnier dans le domaine de l'électrique et il a commencé à présenter des modèles électriques au précédent salon de l'auto qu'on voit ici. Carlos Ghosn, qui est à l'époque le très puissant patron de l'alliance Renault-Nissan et qui, évidemment, au courant de l'enquête, décide d'agir très vite. C'est la mise à pied immédiate pour les 3 salariés qui clament pourtant leur innocence. Renault porte plainte pour espionnage industriel. La presse s'empare de cette histoire et Carlos Ghosn se rend sur le plateau de TF1, qui est le journal télévisé à la plus grosse audience en France. Il parle de certitude. Éric Besson, qui est le ministre de l'Industrie à l'époque, parle de guerre économique, qui par ailleurs déclenche un incident diplomatique avec Pékin. Le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, lui, est furieux. Le problème, Christophe, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Oui, puisqu'après l'enquête interne, c'est celle des renseignements intérieurs, c'est-à-dire des services secrets, et celle du parquet de Paris. Et il n'en leur faut pas très longtemps pour démontrer que les 3 salariés n'ont en réalité aucun compte à l'étranger, en tout cas pas en Suisse ni au Liechtenstein, et les accusations qui les visent sont tout simplement fausses. Carlos Ghosn est contraint de retourner sur TF1 et il reconnaît « Je me suis trompé, nous nous sommes trompés » et il doit présenter ses excuses aux 3 salariés. Ces derniers sont indemnisés à hauteur de plusieurs millions d'euros. On ne connaît pas la somme exacte. Pour l'image de Renault, c'est évidemment une catastrophe. Les conséquences sont tirées. Le numéro 2 du groupe, qui s'appelle Patrick Pellala, est contraint de démissionner. Plusieurs dirigeants quittent également leur poste. Mais pas Carlos Ghosn. Le groupe Renault non plus n'est pas inquiété en tant que personne morale, mais la justice finit par accuser Dominique Gevray d'avoir monté cette affaire de toutes pièces pour soutirer 300 000 euros. Il doit donc répondre de charges d'escroquerie aux côtés de 2 autres personnes et il se dit, lui, innocent. Voilà, et il est jugé depuis hier devant le palais de justice de Paris. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette info éco et le retour